Bonjour, nous allons maintenant voir l'entreprise coopérative. Il s'agit d'une entreprise assez différente de l'entreprise classique, la société de capitaux, celle que nous avons détaillée jusqu'ici. Ce qui différencie l'entreprise coopérative de la société de capitaux, c'est le rapport entre le capital et l'objet social, c'est-à-dire ce que va produire l'entreprise. Dans la société de capitaux, on réunit un capital dans le but de le valoriser. Et l'objet social, ce que va produire l'entreprise, est au service de ce but. Dans l'entreprise coopérative, on a le rapport exactement inverse. On se réunit pour un objet social, pour produire ensemble quelque chose ou pour obtenir un service, et le capital est au service de l'objet social. Et du coup, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans la société de capitaux, l'objectif est de faire fructifier le capital. Donc les décisions se prennent sur la base du nombre d'actions que chacun possède. Dans la coopérative, c'est l'objet social qui prime. En conséquence de quoi, on peut faire simple. On décide sur la base d'une voix par personne, et ce, que la personne détienne une ou 1000 parts. Dans les coopératives, on parle de parts sociales et non plus d'actions. Eh bien, ces parts sociales ne sont pas librement cessibles entre les associés. Elles sont émises par l'entreprise en échange d'apports des sociétaires, et les sociétaires peuvent à tout moment demander remboursement de celles-ci auprès de la coopérative. Ce n'est pas le cas de la société de capitaux, et ça se comprend parce que les actionnaires existants sont jaloux de ne pas se faire diluer, et l'augmentation de capital ne peut se faire qu'après décision de l'Assemblée générale. Comme le capital n'est pas un enjeu de pouvoir a priori, la coopérative accueille à tout moment des souscriptions et doit rembourser les sociétaires qui en font la demande. Ceci explique que le capital d'une coopérative est dit variable. Ça signifie que le nombre de parts sociales peut varier du jour au lendemain. Bien entendu, comme la part sociale n'est pas un prêt mais participe à la constitution des fonds propres, la coopérative n'est pas tenue de rembourser une part sociale immédiatement mais dispose souvent de plusieurs années, 5 par exemple, si elle ne le peut pas. Le capital n'est pas la finalité de l'entreprise, mais au service de l'objet social, ce qui signifie qu'il a une rémunération limitée. Si l'entreprise fait des excédents, donc des produits supérieurs aux charges, le surplus sera affecté selon différentes manières, selon différentes règles et des statuts de la coopérative. Mais une chose reste certaine, tout ne doit pas aller aux sociétaires. Et vous remarquerez qu'on parle ici de sociétaires et pas d'actionnaires. Donc selon les règles et législations, les parts sociales peuvent ou pas se réévaluer, mais une chose reste obligatoire, une partie des réserves doit être impartageable, ce qui signifie que les sociétaires ne peuvent pas se les approprier, notamment lors du remboursement des parts sociales. Donc ces réserves impartageables forment une propriété collective à l'ensemble des sociétaires de l'entreprise et qui restent à la disposition de la coopérative. Cependant, en cas de perte, ce sont ces réserves qui seront diminuées avant toute diminution des parts sociales. Dans les entreprises disposant d'un capital, ce sont les apporteurs de capitaux qui sont naturellement membres de l'entreprise. Et dans une coopérative, ça ne change pas. Ce qui change, c'est l'objet social, qui est la finalité, et non la valorisation du capital. De ce point de vue, on voit deux grandes familles de coopératives. Les coopératives de travail, en France ce sont les SCOP, dans lesquelles ce sont les salariés qui sont membres de la coopérative, et les coopératives d'usagers, dans lesquelles ce sont les bénéficiaires du service qui sont membres. Dans les premières, les travailleurs se regroupent pour réaliser et vendre ensemble leur production. Ces coopératives sont minoritaires. Dans le monde, seuls 4 millions de personnes sont embauchées dans une coopérative de travail, alors que 250 millions de personnes travaillent dans une coopérative. Dans les secondes, les usagers se regroupent pour obtenir un bien ou un service qui, pour ce faire, vont embaucher des salariés. Les principales familles de coopératives d'usagers sont les coopératives de consommation, les coopératives bancaires, les coopératives agricoles ou les coopératives de commerçants indépendants. Chaque forme de coopérative a ses avantages et ses inconvénients. La coopérative de travail permet aux salariés d'élire et donc contrôler leur direction. Mais comme toute entreprise classique, elle est obligée de trouver son propre marché et ses débouchés.
La coopérative d'usagers permet de court-circuiter ce problème en établissant de facto un marché grâce à la présence de ses membres qui sont usagers des services de celle-ci. Mais dans ce cas, les salariés sont en position subordonnée, ils obéissent aux usagers. Et l'histoire nous a montré que l'adhésion à la coopérative est un engagement faible qui n'empêche pas les membres d'aller à la concurrence. Est-ce que la solution ne serait pas les coopératives multicollèges, comme les sociétés coopératives d'intérêt collectif, SIC en France ? Dans ces coopératives, diverses personnes, travailleurs, usagers, financeurs, peuvent rejoindre la coopérative et peuvent répartir le pouvoir en pourcentage par collège, de façon à permettre à chaque partie prenante d'avoir un poids réel, indépendamment de son nombre et de sa participation au capital. Est-ce que ça ne serait pas un moyen de dépasser l'antagonisme travailleur-usager dans la coopérative? C'est ici que nous terminons notre séquence sur l'entreprise et nous vous invitons maintenant à continuer sur la séquence suivante, la finance.